Alors, bonjour à tous. Juste avant de commencer ma présentation, je voulais aussi remercier le comité d'organisation pour cette première invitation et souligner la qualité de cette journée. Et ce qui est très intéressant pour mon topo, c'est que je vais parler en fait sous couvert non seulement de mes collègues bisontins qui sont présents aussi dans l'Assemblée, mais aussi de certains anciens collègues alsaciens qui m'ont vu travailler dans leur salle de naissance et pouvoir prouver au final que ce que je vais décrire est vraiment une vérité et que je n'invente pas les résultats. Alors, moins d'épisiotomie, moins de suture. Au final, je vais partager avec vous la vision qu'on peut avoir de cette problématique. Tout d'abord, est-ce qu'une baisse de notre taux d'épisiotomie augmente votre taux de périnée intact qui, par définition, ne nécessite pas de suture? Et l'autre façon de voir cette problématique, c'est de savoir si une baisse de l'épisiotomie augmente non seulement votre taux de périnée intact, mais également augmente votre taux de périnée qu'on pourrait caractériser de peu lésionnel et qui ne nécessiterait pas finalement de suture. Et pourquoi j'insiste sur ce concept, c'est que quand vous prenez un petit peu la littérature et que vous regardez les différentes études qui sont publiées sur les risques périnéaux liés à la pratique de l'épisiotomie, eh bien, vous avez tout d'abord la classification des lésions périnéales que vous connaissez, périnée intact, premier, deuxième, troisième, quatrième degré, mais qu'on voit de plus en plus émerger cette nouvelle entité, le taux de lésion périnéale qui nécessite finalement une suture, ce qui sous-entend aussi que toutes les lésions périnéales ne nécessitent pas forcément d'être suturées. Alors pourquoi diminuer le taux d'épisiotomie? Je ne vais pas revenir sur les complications classiquement décrites de l'épisiotomie, sur l'incidence des pertes sanguines, sur le risque de surinfection, de déhiscence, de douleurs résiduelles et de dyspareunie en postpartum, mais je tiens à vous sensibiliser en fait sur cette étude parue dans l'American Journal qui montre au final que lorsque vous réalisez une épisiotomie, vous augmentez artificiellement la taille de la déchirure périnéale par rapport à une déchirure spontanée de 3 cm. Et quand on augmente la taille de sa déchirure, on va passer plus de temps à suturer. Mais si on augmente la taille, on augmente aussi le risque d'atteindre le sphincter externe anal. Et puis pourquoi diminuer le taux d'épisiotomie? Je vous invite à réfléchir sur cette diapositive. Est-ce que vous êtes certain, au final, que quand vous faites une épisiotomie, est-ce que vous la suturez correctement? Est-ce que vous classez correctement cette lésion périnéale? Dans la littérature, l'épisiotomie est classiquement décrite comme une lésion de deuxième degré. Mais si vous regardez en fait ces clichés-là, que j'ai empruntés à mon collègue le professeur Ramana, le sphincter externe de l'anus, en fait, il peut être... On peut le décrire comme une sorte de rosette, comme il le dit très bien, où on a des fibres externes concentriques qui vont venir s'amarrer sur le noyau fibreux du périnée et qui vont se prolonger au final dans les muscles transverses et qui vont venir s'amarrer en fait sur les arcs pubiens. Et quand vous réalisez une épisiotomie, vous allez venir sectionner ces muscles transversaux et si vous sectionnez ces fibres-là, indirectement, vous allez sectionner des fibres externes de l'anus et au final, cette lésion qu'on caractérise de deuxième degré n'est peut-être pas finalement qu'un deuxième degré si on considère qu'on va avoir une atteinte des fibres externes. Pourquoi diminuer le taux d'épisiotomie? C'est aussi parce que si on reprend la méta-analyse de la Cochrane en 2017, on voit clairement que l'utilisation sélective de l'épisiotomie n'augmente pas votre risque de lésion périnéale sévère. Cette méta-analyse reprend 12 essais randomisés, 6200 patientes, compare une politique d'utilisation restrictive de l'épisiotomie versus une utilisation plutôt libérale. Mais les résultats de cette méta-analyse restent quand même encore au conditionnel, puisque c'est très difficile de déduire des conclusions solides de cette méta-analyse parce qu'il y a clairement une réelle hétérogénéité des pratiques avec des indications d'épisiotomie sélective très hétérogènes. Si vous prenez le taux moyen d'épisiotomie dans des centres qui disent réaliser une utilisation sélective de l'épisiotomie, vous voyez que ce taux est de 32% avec des écarts de 8 à 60%, et que pour certains qui réalisent de l'épisiotomie en routine, le taux moyen est de 83%, avec des extrêmes allant de 51 à 100%.
Dans la littérature, on a finalement un seul essai randomisé qui compare l'intention de réaliser une épisiotomie sélective contre l'intention de ne pas réaliser d'épisiotomie. Eh bien, dans cette étude, le taux moyen d'épisiotomie dans les deux bras est faible, 1,7% dans les deux groupes, et que pour les auteurs, le taux faible d'épisiotomie et l'intention de ne pas réaliser n'augmentent pas le risque de lésion du sphincter anal ou de complications materno-fœtales. Alors, qu'est-ce qui se passe chez nous? Alors, vous savez que l'OMS recommande un taux d'épisiotomie de 10% et que nos recommandations, en 2006, recommandent de ne pas dépasser le seuil de 30%. Donc, si on prend les derniers résultats de l'enquête périnatale de 2016, eh bien, le taux en France d'épisiotomie chez la primipare reste de 35%, chez la multipare d'environ 10%, mais ce qui est rassurant, c'est qu'il y a une vraie réflexion qui est lancée et que quand on compare les résultats par rapport à 1998, on voit que le taux d'épisiotomie diminue. Est-ce que cette enquête résume au final et représente très bien ce qui se passe sur l'ensemble du territoire ? Je ne peux pas, du coup, m'empêcher de mettre en avant cette publication dans une revue d'impact factor, on va dire, grand public. Et on voit que dans cette maternité, le taux d'épisiotomie est de moins de 1%. Alors, est-ce que c'est une provocation? Est-ce que c'est de l'intox ou simplement la vérité? Donc, je vous laisse écouter attentivement le reste de ma présentation pour vous faire votre propre idée. Alors, l'objectif de ma présentation n'est clairement pas de vous inonder de chiffres et que vous ne sortiez d'ici sans idée sur l'épisiotomie, mais d'essayer en fait de vous sensibiliser sur la démarche qu'on a dans notre maternité, sur la réalisation de l'épisiotomie et sur la gestion des lésions périnéales pour voir si au final, moins d'épisiotomie, moins de sutures, est-ce que c'est possible ? Et quand on regarde dans la littérature les résultats, eh bien moi j'ai du mal à me retrouver dans les résultats de ces études. Eh bien, je vais regarder d'un peu plus près ce qui se passe dans mon pays, dans ma région. Et on a différentes études sur différentes régions françaises. Certes, c'est des études publiées dans des journaux de faible impact factor, mais ces études ont le mérite d'exister et de représenter clairement ce qui se passe sur notre territoire. Donc, on va regarder ensemble ce qui se passe en région parisienne, en Bourgogne et en Franche-Comté. Comprendre le périnée en région parisienne, c'est de voir qu'il y a quand même une différence entre avant les RPC 2006 et après les RPC 2006. Et dans cette équipe-là, le taux d'épisiotomie, effectivement, diminue de 43 à 32%. La crainte de tout le monde, c'est de se dire, est-ce que si je diminue mon taux d'épisiotomie, j'augmente mon risque de lésion périnéale sévère? Eh bien, dans cette étude, non, le taux reste identique. L'autre chose, c'est de savoir si j'augmente mon taux de périnée intact. Eh bien, dans cette étude, le taux de périnée intact reste identique. Ils ont en revanche une augmentation de leur taux de déchirure périnéale simple. Donc, moins d'épisiotomie, même taux de périnée intact, donc pas forcément de diminution du nombre de sutures, sauf si on considère que les déchirures simples peuvent ne pas être suturées. En Bourgogne, même schéma, taux moyen d'épisiotomie avant les RPC 2006, 36%, ils passent à 16%, sans augmenter leur taux de lésion périnéale sévère. En revanche, ils augmentent leur taux de périnée premier et deuxième degré avec un taux de périnée intact similaire. Donc, moins d'épisiotomie, même taux de périnée intact, pas de diminution du nombre de sutures, sauf si là encore, si on considère que les périnées de premier degré peuvent ne pas être suturées. Et à Besançon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si on compare ces deux années 2003-2010, on a une diminution nettement significative du taux d'épisiotomie, 19% contre 1,3%, sans augmentation du taux de lésion périnéale sévère, voire même une diminution significative, qui s'accompagne cette fois-ci d'une augmentation du nombre de périnées intactes et du nombre de périnées de premier et deuxième degré. Donc, moins d'épisiotomie à Besançon, augmentation du taux de périnée intact, donc diminution du nombre de sutures. Maintenant, la vraie réflexion, c'est en modifiant ma politique d'utilisation de l'épisiotomie, comment je peux agir sur mes lésions périnéales de premier degré et de deuxième degré. Quel est au final l'élément qui influence la répartition des lésions périnéales dans un service qui fait au final 1% d'épisiotomie?
Alors, riche de mes différents passages dans différentes maternités universitaires françaises, je peux vous confirmer que le périnée des parturientes est identique entre Paris, Besançon, Strasbourg, que je suis convaincu que tout le monde souhaite bien travailler et limiter l'incidence des lésions périnéales. La seule grande différence, et ça, il faut me faire confiance, c'est qu'à Besançon, il existe clairement une pratique très homogène entre l'ensemble de l'équipe, qu'on soit sage-femme ou obstétricien, et que tout le monde travaille dans le même sens, notamment sur le respect de l'ampliation périnéale, qu'il s'agisse d'une voix basse spontanée ou lors d'une voix basse instrumentale, et que la gestion du périnée pour nous ne se limite pas au dégagement de la tête fœtale, et qu'il y a une vraie réflexion sur le dégagement des épaules, notamment en agissant sur le dégagement du bras antérieur avec la manœuvre de coude-air. On a lancé une vraie réflexion dans l'équipe pour essayer d'être encore plus performant et comment réduire au final l'incidence de nos lésions périnéales de 2e degré avec notre politique restrictive de l'épisiotomie. On travaille sur le dégagement des épaules parce que nous croyons à ce concept, c'est la tête qui fragilise et l'épaule postérieure qui va déchirer. Et dans la littérature, cette réflexion commence à être lancée avec certaines équipes, notamment scandinaves, qui commencent aussi à s'intéresser sur le dégagement de l'épaule. Eux s'intéressent au dégagement de l'épaule postérieure. Nous préférons le dégagement de l'épaule antérieure. Pourquoi ? Parce que quand on réalise cette manœuvre de coude-air, dès qu'on voit apparaître l'empreinte du deltoïde sous la symphyse pubienne, eh bien, on va aller accompagner le dégagement du bras antérieur à la façon d'une attelle. On va repousser le bras du côté du dos. Et cette manœuvre-là a le gros avantage de réduire votre diamètre de dégagement des épaules d'un diamètre biacromial en diamètre acromiothoracique, réduisant votre diamètre de dégagement de 2 à 3 cm et permettant en fait de moins solliciter un périnée postérieur fragilisé par la tête fœtale. Donc, que deviennent au final les lésions périnéales de 2e degré dans une équipe qui pratique déjà une utilisation restrictive de l'épisiotomie et qui associe en plus une manœuvre de dégagement du bras antérieur? Eh bien, clairement, on diminue notre taux de lésions périnéales de 2e degré d'un facteur 3. Et que deviennent ces lésions de 2e degré? Eh bien, elles sont converties en lésions périnéales de 1er degré. Donc, si on reprend... Baisse de l'épisiotomie, en tout cas dans notre maternité, ça s'accompagne d'une augmentation du nombre de périnées intacts et donc d'une diminution du nombre de sutures. Si on est un peu plus attentif sur la répartition de nos lésions périnéales, on voit qu'avec cette politique, on augmente notre taux de lésions périnéales de 2e degré. On réfléchit pour essayer de diminuer leur incidence et pour nous, la manœuvre de coude-air reste une vraie alternative intéressante qui permet de convertir ces lésions en 1er degré. Et la grande question, c'est de savoir si au final, avec cette politique restrictive d'épisiotomie plus coude-air, j'augmente mon taux de périnée du 1er degré. Et si je veux encore diminuer mon nombre de sutures, je m'interroge maintenant sur la nécessité de suturer les 1er degrés. Et cette réflexion, au final, elle est lancée dans la littérature depuis 1998, où déjà des équipes mettent en avant les effets de la suture sur le ressenti des patientes en postpartum. Quand vous suturez un périnée, on sait qu'on augmente les douleurs périnéales persistantes, l'inflammation locale liée au fil, l'augmentation de consommation d'antalgiques, dyspareunie sur infection des points, et que certains auteurs ont montré qu'il n'y avait pas de différence en termes de cicatrisation à 3 mois si on ne suturait pas ces lésions. Donc, dans notre équipe, il nous paraissait forcément logique de mettre en place un vrai essai randomisé, c'est le projet Insolence, qui a pour objectif de comparer chez la primipare à terme, dans une équipe qui utilise de façon restrictive l'épisiotomie et la manœuvre de coude-air, de comparer suture systématique des périnées 1er degré versus suture dirigée. Je vais comprimer la lésion pour faire en sorte qu'elle ne saigne pas. Et je réévalue en fait mes patientes avec un critère de jugement principal à J10 défini par une douleur avec une EVA inférieure à 3 et une cicatrisation satisfaisante définie par un score REDA inférieur ou égal à 2. Donc pour conclure, la tendance à l'utilisation sélective de l'épisiotomie est le vrai témoin d'une réflexion sur la gestion des lésions périnéales. Moins d'épisiotomie, moins de sutures, c'est possible, puisque nous pouvons augmenter notre taux de périnée intact. Quid maintenant de la gestion des lésions périnéales de 1er et de 2e degré?
que j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas se concentrer uniquement sur le dégagement de la tête fœtale. Tout ne se résume pas à dégager la tête fœtale et que travailler sur le dégagement de l'épaule antérieure paraît une piste assez séduisante. Et le maître mot, c'est que pour avoir ces chiffres-là, vraiment, pour avoir de tels chiffres dans une maternité, il faut que les pratiques soient homogènes au sein de l'équipe, sages-femmes et obstétriciens qui travaillent tous dans le même sens, chacun ne travaille pas selon ses convictions personnelles, et que la gestion du périnée doit rester identique entre une voix basse spontanée et un accouchement instrumental pour espérer diminuer notre taux de suture. Voilà. Bien, très belle conclusion sur les pratiques homogènes au sein d'une équipe. Un vrai sage aussi jeune. Est-ce que Richard a une question ? C'est toujours aussi impressionnant. Alors, quand vous êtes à 1% d'épisodes, on se dit finalement c'est tellement bas, pourquoi ne plus en faire du tout ? Quelles sont vos indications qui restent de ces 20 ou 30 épisodes par an que vous devez faire ? Alors après, c'est marrant parce que juste avant de venir faire cette présentation, j'étais de garde mercredi en salle de naissance et j'ai réalisé une épisiotomie. Et c'est pour rendre mon topo encore un peu plus vrai. Mais c'est pas parce qu'on ne réalise pas d'épisiotomie, enfin de façon systématique, qu'on ne retient pas certaines indications et que, bien sûr, de temps en temps, sur des voix basses instrumentales qui peuvent être un petit peu plus longues, sur des anomalies de tracé, on va mettre un accent sur la naissance rapide de cet enfant et que quand on retient l'indication d'épisiotomie, on va le faire, mais on n'a pas un protocole strict qui va nous dire dans telle situation vous faites une épisiotomie. Ça reste du jugement clinique et que dans certaines situations on se rend compte que l'épisiotomie va nous aider sur l'accouchement, mais on n'est pas complètement fermé à ça. Et c'est vrai que maintenant les patientes qui viennent consulter chez nous se disent je vais venir chez vous, j'aurai pas d'épisiotomie. On insiste quand même en disant voilà, de temps en temps on est quand même on va être amené à le faire. Et c'est pas parce que ça c'est pas une mauvaise pratique, c'est qu'on considère que de temps en temps il y a besoin quand même. Didier. Oui, juste quelques commentaires. Alors, repréciser qu'un périnée de 2e degré, c'est une atteinte musculaire, et donc c'est une déchirure musculaire, donc ça se suture. Donc le raisonnement de ne pas suturer un 2e degré, tu l'as dit, ça n'est pas pensable. Par contre, lorsqu'il n'y a pas d'atteinte musculaire, c'est vrai qu'il faut se poser la question de suturer ces périnées simples, dits du 1er degré. Aujourd'hui, on a inclus à peu près 80 femmes définitivement dans le groupe qui est en cours d'inclusion dans l'étude Insolence. Et les premiers résultats semblent en faveur de ce qu'on pensait initialement. C'est que ça ne semble pas être très bénéfique de suturer ces lésions du 1er degré. Ensuite, pour compléter ta remarque sur l'épisiotomie, on n'a jamais dit qu'il ne fallait pas faire d'épisiotomie. On dit tout simplement que, encore une fois, tout raisonnement médical doit être basé sur 2 principes. Le premier, qui est toujours non négociable, c'est primum non nocere, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas certain d'apporter un bénéfice, vous ne devez pas faire. Et puis donc, dans cette démarche-là, vous devez à chaque fois évaluer la balance risque-bénéfice. Donc il y a des situations où très clairement l'épisiotomie va être un bénéfice, mais ces situations sont probablement très inférieures au taux utilisé dans notre pays et dans d'autres pays. Remarque générale au niveau de l'Europe concernant le taux d'épisiotomie, parce que d'aucuns vous diront par exemple que les pratiques nordiques sont des pratiques enviables puisqu'ils sont très inférieurs à 10% de taux national, aux alentours de 6 à 8% pour les pays nordiques. Par contre, avec des taux de lésions sphinctériennes qui sont là à peu près du même niveau, c'est-à-dire entre 6 et 10% de lésions sphinctériennes. Et pourquoi est-ce que ces pays scandinaves ont des lésions sphinctériennes à ce taux aussi élevé ? Eh bien parce qu'ils n'ont pas compris que dans un dégagement, il fallait contrôler le dégagement et que la technique des hands-off, c'est-à-dire hands in the pocket, ça ne marche pas. Il ne viendrait pas à l'idée d'une sage-femme ou d'un obstétricien français de ne pas contrôler manuellement le dégagement. Eh bien, tenez-vous bien,
dans la majorité des pays anglo-saxons qui veulent encore aujourd'hui nous apprendre à faire de l'obstétrique, eh bien, ils s'interrogent encore sur le caractère positif du contrôle et de la gestion manuelle du dégagement. Merci. Je me permets une question, Nicolas. Dans une équipe, on a 10% de meneurs, donc vous êtes les meneurs, vous avez 80% de suiveurs, et puis on a toujours les 10% de réfractaires au changement. Comment vous avez fait pour, avec beaucoup d'empathie, pour gérer ces... Non. Comment vous avez fait pour gérer ça? Qu'est-ce que vous avez fait comme méthode, je dirais, cognitivo-comportementale pour imposer ça à l'équipe? Alors clairement, il y a rien qui est imposé à l'équipe. Nous, en fait, je pense que la particularité à Besançon, c'est qu'on a une équipe au final qui est très jeune, qui sort d'un enseignement Attention à ce que tu vas dire. Non, mais en disant qu'on a tous été formés dans cette dynamique-là et qu'actuellement, en fait, il ne nous viendrait pas l'idée de faire différemment. Bon, je viens à ton secours. Mais c'est le reflet de 20 ans d'un travail de fond qui était principalement un travail de conviction. C'est-à-dire qu'on n'a jamais voulu contraindre, mais on a toujours voulu convaincre. Et qu'effectivement, je t'accorde le fait qu'au début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, quand on a commencé à discuter dans le service en disant, on faisait à l'époque un peu moins de 30% d'épisiotomie chez les primipares, on avait essayé d'expliquer à l'ensemble de l'équipe qu'on en faisait peut-être trop. Et effectivement, au début, il y avait des réfractaires, mais qui très rapidement, puisque la majorité de l'équipe était convaincue rapidement, s'est laissé convaincre. Et donc aujourd'hui, on n'a plus ces 10% de réfractaires. C'est bien d'avoir rappelé que c'est quelque chose qui a pris 20 ans à se mettre en place. Et je pense que face aux violences et ce que Israël a beaucoup subi ces derniers temps, il faut rappeler aux femmes que l'évolution de nos pratiques, ça demande du temps et de l'abnégation. Ce qui est très difficile, c'est d'argumenter devant l'affirmation suivante. Comment se fait-il que pour un même geste chirurgical qui devrait avoir des indications, on se retrouve avec des maternités qui ont 2% et d'autres maternités qui ont 70% et pas mal de maternités qui ne l'ont même pas calculé. Et ça veut dire que notre profession ne s'est pas préoccupée correctement de son taux d'épisiotomie, considérons qu'il s'agissait de quelque chose de pas très important et pas très intéressant. Et que de mettre le focus là-dessus et dire à toutes les maternités, non seulement vous allez le calculer, mais en plus vous allez l'annoncer aux femmes qui viennent accoucher chez vous, eh bien ça va le faire descendre naturellement à des os qui sont les os normales, c'est-à-dire c'est un geste chirurgical qui a des indications.